Donc, on va commencer la commission. Aujourd'hui, l'ordre du jour. Donc, on va faire un petit retour là sur l'offre d'emploi inclusive, puisqu'on a travaillé ensemble pour la plupart d'entre vous dessus. On laissera la parole à Adéco qui a expérimenté pour nous et on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. On a également à vous montrer une offre d'emploi de l'université, par exemple. Le deuxième thème sera la visite de pré-reprise, co-animée par Cap Emploi et la médecine du travail ici présente. Et le troisième thème, l'intervention de Madame Irène Parot sur donc le Clubhouse Réunion qui s'est créé récemment. Voilà, donc pour découvrir qu'est-ce qu'un Clubhouse. Et nous avons la chance d'en avoir un à La Réunion depuis peu. Donc, je réaffiche quand même donc sur la composition de notre groupe de travail pour l'offre inclusive, toutes les entreprises qui ont participé jusqu'à maintenant et qui continuent à le faire sur donc, le groupe de travail offre d'emploi inclusive. C'est important pour moi de communiquer sur les entreprises qui participent parce que souvent, on fait l'impasse dessus. Et quand il y a des problèmes, genre gilets jaunes, on dit les entreprises ne font rien et ce n'est pas vrai. C'est juste que les entreprises ne communiquent pas assez, je trouve, de façon qualitative sur ce que font les entreprises. Moi, sur cette commission et sur ce groupe de travail, je souhaite vraiment mettre l'accent sur les entreprises qui ont pu participer avec nous sur la mise en place de cette offre inclusive. Donc, je rappelle juste les objectifs de l'atelier sur lequel on a travaillé. On avait fait 2 sessions sur cet atelier pour des personnes qui n'étaient pas là. Donc, c'était travailler ensemble sur la création d'une offre inclusive et on a vu que ce n'était pas facile du tout parce que il y avait beaucoup de critères à prendre en compte. On a vu la complexité quand même que c'était. L'objectif aussi, c'était d'impliquer les recruteurs, mais tout type de recruteurs, c'est-à-dire pas que les cabinets de recrutement, les sociétés d'intérim, aussi tous les employeurs, pour faire bouger les lignes, changer de paradigme, ça c'est l'idéal, et rendre accessible l'emploi à un plus grand nombre. Donc ça, c'était vraiment l'objectif principal. C'est déjà, si on parle le handicap dans les entreprises, entre nous, on a gagné, quoi. Rien que ça, déjà, c'est un pas de fait. Donc, les grandes tendances de nos travaux sur le premier atelier, on avait mis déjà qu'on pouvait mettre la mention entreprise handi accueillante dans toutes les offres diffusées. Par contre, je mets l'accent sur toutes les offres parce qu'on ne peut pas le mettre sur une seule offre parce que celle-ci est ouverte à des personnes qui sont en situation de handicap. Donc là, si on met cette mention, il faut la mettre sur toutes vos offres d'emploi. Sinon, c'est discriminatoire et ce n'est pas possible. Donc, on avait vu également de préciser des critères d'environnement de poste, de contraintes, de type de tâches, et on verra pour ça l'offre de l'université que je vais vous donner en exemple tout à l'heure, qui l'ont fait. Donc, on donnera la parole donc à M. Depigny qui est en ligne, rapidement, M. Depigny, si vous voulez bien. Et également, on s'est dit, c'est aussi quand même un sujet RSE, quoi. Donc, pour l'entreprise, c'est aussi valoriser l'image de l'entreprise, du collectif de travail qui s'intéresse à l'intégration de personnes en situation de handicap. Et donc, c'est un vrai sujet de RSE dans l'entreprise. Donc, on avait vu que les mentions permises qui avaient été présentées par Didier Lefebvre, défenseur des droits, qui nous a accompagnés sur ces 2 ateliers. Donc, un exemple de mention à rajouter dans l'offre d'emploi. Donc, chez Société, nous reconnaissons les compétences des personnes handicapées et leur donnons les moyens d'exprimer tous leurs talents. Donc, ça, c'est une chouette phrase. Pareil, il faut la mettre dans toutes les offres d'emploi. On ne peut pas la mettre one shot, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment à mettre dans toutes vos offres. C'est un exemple de phrase. Ou tout simplement, entreprise handi accueillante. En sachant que si on met entreprise handi accueillante, il faut qu'elle le soit. Et ça, ce n'est pas forcément simple parce qu'il y a plusieurs types de handicap. C'est vrai que quand on se dit handi accueillante, on pense fauteuil roulant, mais ce n'est pas seulement ça. Donc, il faut faire aussi attention, si on affiche cette mention, d'être handi accueillant. Voilà. Et ça, après, vous avez plein d'opérateurs qui peuvent vous accompagner sur ces sujets d'accueil de personnes en situation de handicap. Et souvent, les personnes en situation de handicap sont accompagnées par des opérateurs. On avait vu, là, ça, c'est un document de Cap Emploi qui nous avait été donné par Cap Emploi. Pas du tout restrictif, en fait. C'était vraiment un exemple des exigences professionnelles qu'on pouvait mettre en avant sur une offre. Je vous balaye rapidement ce qu'on a fait en atelier pour les personnes qui n'étaient pas là. On avait travaillé sur des offres d'emploi à partir de cette table des exigences professionnelles. Mais on avait vu que c'était très complexe parce qu'il y a beaucoup de critères.
Donc, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est un retour d'expérience. Donc, on va avoir le témoignage de M. Nicolas Baudin, qui est parmi nous, donc le directeur d'Adéco Réunion, en sachant qu'on a sollicité certains d'entre vous qui ont fait partie du groupe de travail et que je ne vais pas vous étonner en vous disant ça, mais la période qui vient de s'écouler n'a pas du tout été propice à la diffusion d'offres tout court déjà. Donc, d'offres inclusives, ça n'a pas été simple. Donc, il y avait d'autres entreprises qui voulaient participer, mais qui n'avaient pas eu l'occasion vraiment de créer l'offre inclusive. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Mais M. Nicolas Baudin, si vous voulez bien, je vous laisse la parole sur l'expérience menée par Adéco. Avec plaisir, et je vais vous demander d'être un peu indulgent, parce que pour peut-être faire mon mea culpa, on a eu un premier trimestre sur lesquels, effectivement, un peu poussif en termes d'offres d'emploi. Donc, peu d'offres d'emploi, un marché assez tendu et des équipes pas forcément réceptives au sujet. Donc, on a fait une première erreur, ce que tu évoquais, Katia, c'est qu'on l'a fait sur des offres ciblées et on ne l'a pas fait massivement sur l'ensemble de nos offres. Donc, on a quand même testé deux dimensions sur le sud et sur des postes d'assistante de direction. Ça, c'est le premier retour qu'on peut faire, sur lequel on a décrit au maximum l'environnement de travail. On s'est attaché plus à rentrer dans les détails du poste que ce qu'on fait habituellement sur une simple mission de travail temporaire. Et en notant deux mentions, entreprise handi accueillante et une phrase qu'on avait déjà sur nos offres d'emploi, toutes nos offres sont accessibles à des travailleurs en situation de handicap. Sur un premier constat, au vu de la période, aujourd'hui, je peux pas aller beaucoup plus loin parce que je ne saurais pas dire si de ces offres, on a mis 1, 10 ou 0 personnes en poste, parce que derrière, on ne s'est pas structuré pour bien suivre les candidatures spécifiques. Donc, nous, notre souhait chez Adéco, c'est de prolonger. Là, maintenant, moi, je sens un petit vent de renouveau là, sur l'emploi là, depuis une semaine et je pense qu'on va avoir des jours meilleurs dans les semaines à venir. Donc, on va pouvoir développer l'action sur l'ensemble de la zone, sur nos 5 agences. Donc, on souhaite prolonger l'opération jusqu'au 31 décembre et avoir un regard plus vigilant justement sur ces retours. Donc, ce qu'on met en place pour aller un petit peu plus loin que la mention entreprise handi accueillante, on a créé une cellule dédiée handicap et sur la mention des offres d'emploi, nous, notre accroche, c'est une question sur le handicap en entreprise, envie d'en savoir plus, point d'interrogation. Et on a une adresse mail qui s'appelle « À vos côtés intérimaires » qui va permettre aux intérimaires de leur propre initiative d'écrire à cette boîte mail avec une équipe de consultants dédiés au handicap, côté métropole, mais qui vont nous permettre d'avoir une réponse adaptée aux travailleurs en situation de handicap et de pouvoir quantifier justement les retours. Ça, c'est en cours en métropole depuis le mois de décembre et c'est 300 candidatures sur cette boîte mail. Ça, c'est des stats métropole sur le premier trimestre. Donc, c'est ce qu'on va dupliquer sur la Réunion. Et puis, un petit peu plus loin, parce qu'en fait, on a aussi décelé un point qui me semble important, c'est que la Réunion, c'est 4400 intérimaires en équivalent temps plein. Mais fois le nombre de contrats, vous pouvez multiplier par 2 ou par 3 pour avoir le nombre de numéros de sécurité sociale employés sur la Réunion. La statistique qu'on nous donne en interne, c'est 1 personne sur 2 ne déclare pas son handicap. Donc peut-être déjà aller être plus vigilant, avoir un regard plus vigilant sur les viviers d'intérimaires, donc au travers de la transmission des payes, des contrats, de pouvoir avoir une action poussée vers nos collaborateurs. Et en fait, on a créé 3 petits tutos qui sont tout simples. C'est je pense être en situation de handicap, mais je ne connais pas la procédure pour me faire reconnaître. Un deuxième qui est je pense être en situation de handicap, mais je ne sais pas si je peux me faire reconnaître. Et puis un troisième, je pense être en situation de handicap, ce qu'on a le plus, mais je ne vois pas l'intérêt de me faire reconnaître. Donc ça, c'est être incitatif vis-à-vis de nos viviers parce qu'il y a certainement un accompagnement à mettre en place. Donc ça, c'est ce qu'on va déployer là sur le 3e trimestre et j'espère pouvoir vous en dire plus avec des retours plus mesurés, plus calibrés à horizon septembre. Et puis une petite anecdote juste pour terminer, mais que je trouve assez sympa parce qu'on parle beaucoup handi accueillante, ça fait penser au fauteuil roulant et à l'agence ouverte et au handicap moteur. Et de par ces offres quand même, moi, ça m'a permis d'être en contact avec un organisme que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Précap,
je ne sais pas si c'est Cap Emploi, MDPH ou Voilà, c'est l'emploi compagnie. Voilà, exactement. Et ça m'a permis de capter une candidature d'un jeune autiste sur Saint-Pierre qui s'est formé au métier d'agent d'escale aéroportuaire et qui a des facultés d'apprentissage des logiciels exceptionnelles. Et je l'ai rencontré cette semaine avec sa référente handicap. Il bénéficie de toutes les formations et on ne lui a jamais laissé sa chance. Et je suis content de voir autour de la table parce qu'en fait, moi, mon idée, ça a été de me dire il faut que je m'adresse aux référents handicap des entreprises utilisatrices plus qu'aux opérationnels qu'on voit au quotidien. Et là, on travaille avec une société qui s'appelle Samsic en métropole sur l'aéroport. Je suis passé par la référente handicap pour lui faire part du cas de ce jeune homme. Et du coup, on va pouvoir l'intégrer sur les recrutements d'agents d'escale sur l'aéroport cet été. Et moi, j'en suis très fier parce que du coup, on est sur un aspect handicap psychique, ce qui peut des fois paraître encore plus éloigné de l'emploi qu'un handicap moteur. Donc, c'est une des réussites de la petite expérience qu'on a menée, qu'on souhaite accentuer sur le trimestre à venir. Très bien, merci beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites à votre niveau et puis il y a quand même des résultats très positifs. Après, c'est vrai que ce qui est compliqué, même pour les organisations plus ou moins grandes, c'est d'identifier les personnes. C'est vraiment d'arriver à identifier qui sont les personnes qui sont porteurs de handicap, qui ont une RQTH ou pas. Donc, je crois qu'on a tous un petit peu ces difficultés d'identification du public dans les fichiers, les viviers de candidature, quoi. Parce qu'on nous dit quand même de ne pas faire du spécifique, mais on est obligé de faire du spécifique pour les répertorier, enfin pour les avoir en fichier, pour savoir qui a QTH ou pas. Donc voilà, c'est un peu la difficulté aujourd'hui. ADECO fait pas mal de choses au niveau national qui vont, comme le disait M. Baudin, être déclinées au niveau régional. Moi, je sais que vous investissez depuis bien longtemps sur le sujet du handicap, que ça bouge pas mal chez vous. Donc cette expérience est vraiment parlante. Et parce qu'intégrer une personne autiste, on sait que c'est pas facile, mais il y a des accompagnements pour ça. Il y a vraiment beaucoup d'opérateurs autour de la personne en situation de handicap, Cap Emploi. Il y a en fait l'emploi accompagné, il y a toutes les prestations d'appui ponctuel spécifiques. Enfin, vous n'êtes vraiment pas seul dans cette démarche d'intégration d'une personne en situation de handicap ou de maintien dans l'emploi aussi d'une personne handicapée. Donc, M. Baudin le disait, donc très, très justement, il continue l'expérience parce que on n'a pas traversé les mois les plus glorieux en termes d'emploi. On va faire un appel à candidature sur d'autres entreprises pour pouvoir continuer l'expérience ensemble. On vous montre l'offre de l'université. Monsieur Depigny, si vous voulez en dire deux mots. Alors, on ne voit pas très bien, mais tout en bas, là, vous avez les conditions particulières d'exercice. Monsieur Depigny, je vous laisse en parler un petit peu. Oui, bien sûr, merci. Donc, je contextualise un petit peu juste en amont, puisque donc, le service Égalité Mission Handicap des personnels est assez récent à l'université. Il a été créé en décembre 2020, donc c'est nouveau et ça fait suite à une volonté politique au sein de l'université en lien avec la vice-présidente Égalité Femmes-Hommes et Handicap, Madame Ducré, de pouvoir développer cette politique de handicap auprès des personnels. Ce qui n'existait pas avant, c'était une prise en charge assez éclatée par différents services, notamment le service RH. Et donc, il n'y avait pas vraiment, comment dire, un accompagnement, une identification des personnes en situation de handicap. Et voilà, donc l'idée était vraiment de développer ce qui existe en fait déjà à l'université pour les étudiants, puisque vous savez sans doute dans les universités, c'est assez développé les missions handicap étudiants au sein des universités. Donc, ça existe déjà depuis 2008. Il y a une structure qui est bien en place, qui fonctionne bien. Voilà, et donc l'idée c'est vraiment de créer ce service pour de faire la même chose pour les personnels. Donc c'est assez récent, mais on est assez content de notre premier mois d'exercice, on va dire, de travail sur cette question-là, puisque on a pu finaliser une convention avec le FIPH. C'est la première convention que l'université passe avec le FIPH-FP pour mettre en place donc un certain nombre d'actions et notamment du recrutement. Recrutement de personnel en situation de handicap via des contrats PEC et des contrats d'apprentissage. Et donc, c'est vrai que on n'avait pas vraiment de recul et d'expérience par rapport à cette question-là.
Et donc, on a fait tout de suite, assez rapidement, on a pris contact avec, dans le réseau handicap, il y a énormément d'acteurs, et très dynamiques. Et donc, du coup, on a pris contact avec le Cap Emploi, notamment, et en lien avec le Pôle Emploi, et pour présenter un peu notre service, comment on allait fonctionner, ce qu'on voulait faire en termes de recrutement. Et c'est vrai qu'on a pu échanger un petit peu lors de la première réunion qu'on a eue sur la question des offres d'emploi, savoir ce qui pouvait être discriminant ou pas, justement, à éviter, qu'est-ce qu'on pouvait dire, comme vous l'aviez présenté en début de séance. Alors, on n'a pas la mention handi accueillante, parce que je pense que c'est vrai c'est un peu comme un label, donc il faut quand même répondre à un certain cahier des charges, si je puis dire. Et en tout cas, on a essayé suite à cette réunion avec Cap Emploi et Pôle Emploi, ce qu'on s'est dit, en tout cas, moi, ce que j'ai relayé comme information auprès des directeurs, des directions ou des services qui souhaitaient procéder à des recrutements de personnes en situation de handicap à l'Université de La Réunion, c'était de préciser effectivement dans la fiche de poste à minima les conditions particulières d'exercice sur le poste. Voilà. Et donc, c'est ce qui a été fait. Alors, ça a été précisé, ça existait déjà un petit peu avant. Donc, on faisait déjà un petit peu de l'offre inclusive sans le savoir, parce qu'on a des fiches références métiers qui existent au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche, dans lesquels il y a quelques éléments, mais effectivement, là, ça a été développé davantage. Et donc, du coup, les directeurs des structures, des services concernés ont pu affiner un petit peu, donner des précisions dans la fiche de poste en question. Donc, celle que vous avez sous les yeux, je crois que c'est pour l'agent d'entretien pour les espaces verts, il me semble, un agent de logistique. Hein. C'est ça. C'est celle-là, voilà. Donc, voilà. Vous les voyez, les conditions particulières ou... Alors, moi, je les ai sous les yeux, donc, mais je ne sais pas si les autres personnes présentes les voient. Je crois qu'elles sont sur la page 2 de l'offre, sur la seconde page. Après l'émission. Oui, on les a affichés, ouais. D'accord, ok, très bien. Donc en fait, voilà, vous voyez un petit peu ce qui est précisé. Alors, dans la fiche type, moi j'ai vérifié quand même pour voir un peu ce qui a été rajouté. Dans la fiche type de poste, on avait déjà des questions qui concernaient l'exposition à la chaleur, au froid, à l'humidité et le port d'un équipement de protection. Ça y était déjà. Par contre, ce qui a été rajouté pour le poste en particulier, pour ce recrutement, c'était la mention concernant la manutention et le port de charge lourde, la question de la position donc courbée ou accroupie, et ceci de manière prolongée. Et puis ensuite la mention sur l'environnement qui peut être bruyant, avec la manutention des tondeuses, des souffleuses, etc. Donc voilà, ça c'est des éléments assez simples, mais finalement de description importants, qui ont été précisés pour qu'on puisse, quand on a fait passer notre offre, avoir des éléments d'information supplémentaires pour identifier des candidats en lien avec le handicap de la personne, pour pouvoir adapter le recrutement le mieux possible. Voilà un petit peu ce qui a été fait. La même chose a été fait, je précise, sur une autre fiche de poste pour un agent de reprographie. Donc là, l'idée a été la même, et ce qui a été précisé, c'est des éléments qui sont par exemple liés à l'exposition à la chaleur, aux émanations de tonnerre, de colle et d'ozone, par exemple. C'est ce qui a été précisé dans la fiche de poste, voilà, spécifiquement pour l'agent de reprographie. Donc voilà, c'est quelques exemples qui commencent à être mis en place à l'université. Donc on va essayer d'aller plus loin, bien sûr, mais on est content de pouvoir participer à cette réunion aujourd'hui, de faire état de ce premier travail, on va dire, sur cette question-là. Donc voilà. Parfait. Ben, écoutez, en tout cas, merci Monsieur Dépigny. En effet, vous faites de l'offre inclusive. Là, on est vraiment sur le thème traité, sur le sujet sur lequel on travaille. Donc, on a été content de pouvoir prendre cet exemple. Et j'espère que vous allez faire partie de notre groupe de travail à partir d'aujourd'hui. J'en profite. Avec plaisir. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience. Merci à vous. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc, à la recherche, on a la recherche d'autres terrains d'expérience. Donc, Danielle va continuer à vous appeler. Hein. Elle l'a déjà fait et elle est votre contact au MEDEF pour ça, sur la commission handicap. Donc, d'ici octobre, nous vous sollicitons pour tester l'offre inclusive afin de faire un retour sur expérience lors de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées en novembre 2021. L'idée, ce serait qu'il y ait plusieurs entreprises qui fassent l'expérience de l'offre inclusive
Et comme ça, lors de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, qui est une semaine européenne, nous organiserons une conférence de presse autour de ce sujet pour annoncer le travail mené, en fait, les travaux du groupe et par le groupe d'entreprise et les résultats qu'on obtient. Donc, ce serait bien d'avoir un échantillonnage un peu plus grand d'expérimentation sur le terrain. Donc, qui veut y participer, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, il n'y a pas de souci, vous levez le doigt et on vous inscrit. Et sinon, on vous recontacte suite à cette réunion pour voir qui peut y participer. Bien sûr, toutes les entreprises qui sont depuis le début dans le groupe seront invitées le jour J pour la conférence de presse. Est-ce que vous avez des questions ou peut-être des interventions? Moi, j'ai 2 questions. Austral, est-ce que ça a été validé par le défenseur des droits? Cette manière, ne serait-ce que cet appel à candidature, c'est OK, on ne risque pas d'avoir de… Non, si la mention n'est pas discriminante, s'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il était invité. En fait, il est un peu le parrain de la commission. Oui. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir aller jusqu'au bout par rapport à cette offre. Et deuxièmement, quand on a vous disiez tout à l'heure que ça devait être sur tout appel à candidature, mais quand on a des métiers où le handicap est interdit, style pilote, etc., on doit quand même le mettre. Donc, il ne faut pas mettre entreprise accueillante pour vous, pour Aerostral. Il faut plutôt sur la fiche de poste que vous allez diffuser, sur l'offre d'emploi, il faudra plutôt mettre des restrictions du poste, c'est-à-dire port de charges lourdes, environnement sonore. Il faudra plutôt travailler sur les critères du poste, mais vous ne pouvez pas vous mettre Aerostral, entreprise accueillante, parce que toutes vos offres ne le sont pas. Donc, il faut faire attention, c'est discriminatoire. Et là, le défenseur des droits, il n'est pas OK là-dessus. Donc, c'est pas le seul d'ailleurs, parce que c'est la loi. Mais vous, dans votre cas précis, il ne faut pas mettre entreprise accueillante. Ou alors, on se reporte sur les médecins, soit médecin du travail, soit médecin de l'aéronautique, pour dire, c'est lui qui va dire non, il ne peut pas, quoi. Non, mais de toute façon, vous ne pouvez pas dire entreprise accueillante si vous avez un seul poste. Ou effectivement, sur le métier de pilote, c'est impossible. Du coup, comme dit Cathy, après, c'est au cas par cas. Chaque offre, il va falloir en fait plus détailler le descriptif du poste sur les contraintes, tout l'environnement. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que cette étiquette, dans votre communication, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ouais. En tout cas, merci pour cet exemple parce qu'il n'y a pas tant que ça. Enfin, je sais pas, il n'y a pas tant que ça d'entreprises qui sont comme ça. En fait, là c'est clair. Pour avoir travaillé sur la DOETH dernièrement, on a énormément d'ECAP. On a plus de la moitié de notre entreprise, de nos salariés qui sont en ECAP. Ah oui, d'accord. Ouais. On est pratiquement aux 2/3. D'accord. Oui, donc Aerostral, je sais que vous êtes très impliqué sur la démarche, mais en effet, il faut faire attention à ce qu'on affiche. Oui, donc là, c'est typiquement sur le fait de bonne foi, on se fait tacler tout de suite. Comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Il y a beaucoup de non voulu, c'est ça. Exactement, c'est sûr. Ouais. Mais sauf que dans ce cas-là, c'est pas l'entreprise qui freine, c'est que la personne, si elle est porteuse de handicap, ne peut pas avoir la licence de pilote. Voilà. En amont. Ouais. Elle peut être l'entreprise de handicap accueillante, ce que de toute façon, la personne qui… Non. On a un projet de formation aéronautique à La Réunion avec donc justement faire venir des jeunes qui voudront se former au pilotage, qui voudront se former hôtesse et steward, c'est la même chose. Ouais. Donc, oui, donc, et là, on les forme déjà. Est-ce que vous avez des interventions pour les personnes qui sont en visio? Quelqu'un veut prendre la parole? On continue alors. N'hésitez pas, au fur et à mesure, ça peut venir plus tard. Il y a pas de, je sais qu'en en visio, c'est pas facile de prendre la parole, donc n'hésitez pas. Donc, on va passer au deuxième sujet, qui est la visite de pré-reprise. Donc, on a l'intervention de Cap Emploi avec nous. Emmanuel Pignoli, qui est à côté de moi, responsable pour le maintien d'emploi et transition professionnelle. J'ai fait une faute professionnelle pour Cap Emploi. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Et Jean-Charles Blébec, qui est directeur de Cap Emploi.
Voilà. Et nous avons également en présentiel aussi la médecine du travail, donc Dr Foukenberg d'Intermetra et Dr Loyen de CISTBI pour pouvoir parler de la visite de pré-reprise. Donc, je vais vous mettre le petit PowerPoint qui va avec. Voilà. Je vous laisse la parole. Ouais. On commence. Alors, donc on a choisi aujourd'hui le thème de la visite de pré-reprise. Donc, pourquoi on a choisi ce thème? Puisque la visite de pré-reprise, elle est quand même mal connue ou peu connue. On peut la confondre avec la visite de reprise, qui est obligatoire après un arrêt maladie assez long et qui est donc à la demande de l'employeur. Mais on va voir donc que la visite de pré-reprise, elle est importante dans un parcours de maintien en emploi et notamment donc pour Cap Emploi qui accompagne des salariés en situation de handicap. Donc, juste pour reprendre un petit peu Alors, je vais faire passer la diapo. Voilà, juste pour reprendre donc le rôle de Cap Emploi. On accompagne donc des salariés, des agents et des travailleurs indépendants en situation de handicap. Donc, on peut les accompagner quand ils sont en arrêt de travail ou en activité. Donc, Cap Emploi, c'est une équipe de chargés d'accompagnement qui intervient donc sur toute l'île. Il y a 3 agences. On intervient donc par zone géographique et on travaille donc en collaboration avec tous les acteurs du handicap. Et si aujourd'hui on co-anime cette commission avec les médecins du travail, l'idée, bien sûr, c'est de vous montrer à quel point cette collaboration elle est importante et à quel point la visite de pré-reprise est un outil intéressant qui nous permet donc d'anticiper au mieux et de réfléchir donc à des solutions de maintien en emploi, puisqu'on sait bien que un salarié en risque d'inaptitude qui est en arrêt de travail après un accident du travail ou une maladie, ça peut être parfois le parcours du combattant. Donc, admettons votre directeur commercial qui manage une équipe, il est votre meilleur directeur commercial, il a un accident de la route, il doit être amputé, il a des troubles cognitifs, donc il est en arrêt de travail pendant 1 an. Donc, ça nécessite quand même beaucoup d'anticipation et ça nécessite donc de réfléchir avec une équipe donc pluridisciplinaire pour pouvoir donc trouver une solution adaptée à sa reprise en emploi. Donc, l'employeur parfois est assez démuni. C'est assez humain aussi d'être un peu paniqué face à une situation d'un salarié ou d'un collègue qui est en situation de handicap. Donc, parfois, on ne sait pas comment faire. Et l'idée, bien sûr, c'est que Cap Emploi, avec donc, les acteurs du handicap et notamment la médecine du travail, puisse donc entourer non seulement le salarié, mais aussi l'employeur à trouver la solution adaptée. Voilà. Donc, j'insiste bien sur l'accompagnement aussi à l'employeur, puisque parfois, on voit que la personne en situation de handicap, mais parfois, l'employeur est aussi démuni et il faut aussi l'accompagner puisqu'il n'est pas forcément à l'aise avec la question du handicap. Donc, Cap Emploi et les médecins du travail sont aussi là pour accompagner l'employeur à dédramatiser la situation et à accompagner donc au mieux son salarié à la reprise de poste. Voilà, donc je ne vais pas tout détailler. Mais voilà, l'idée de Cap Emploi, c'est bien sûr de trouver une solution d'aménagement de poste ou d'accompagner donc le salarié à la transition professionnelle, c'est-à-dire à réfléchir à un autre métier. Ça peut être aussi les deux. Ça peut être aussi un aménagement de poste et aussi réfléchir à un autre métier. Donc pour ça, on a toute une palette d'outils qu'on peut mobiliser. C'est assez long. Donc, un parcours d'accompagnement au Cap Emploi dure en moyenne 9 mois. Et il faut savoir qu'on accompagne
alors je vais passer juste aux chiffres. On accompagne à peu près 44 personnes qui sont en arrêt de travail. Donc, à peu près la moitié des personnes qu'on accompagne. Oui, 44% sont en arrêt de travail. Voilà, donc on a accompagné 451 personnes en 2020 et 215 personnes ont pu être maintenues sur le poste de travail et 110 autres personnes ont pu bénéficier d'un accompagnement à la reconversion professionnelle. Voilà, donc c'est ce chiffre qui nous intéresse, c'est 44% des personnes qui sont en arrêt de travail. Et bien pour certaines d'entre elles, il faut pouvoir prendre le temps et anticiper et mobiliser donc la visite de pré-reprise. Donc je ne vais pas tout dire, je vais laisser donc les médecins du travail expliquer ce que c'est aujourd'hui donc la visite de pré-reprise et la nécessité de la mobiliser. Alors, soyez attentifs parce qu'il y a un petit quiz à la fin. Ah, là, attention. Merci de nous prévenir. Attention. Merci beaucoup Emma, tout a été dit quasiment. Alors d'abord, je tenais à remercier donc le MEDEF ainsi que Cap Emploi pour leur invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec nos adhérents, surtout sur cette thématique qui est extrêmement importante puisque dans la réforme à venir, effectivement, en santé-travail, c'est un sujet majeur, la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, diapositive suivante. Pour cette présentation, j'ai avec moi effectivement Virginie Le Guen de Siste BI. En distanciel, on a effectivement Karim Taki qui est médecin du travail à résidence allée et pour intervenir à tout moment, pour ajouter des choses éventuellement. Et puis, vous pouvez effectivement me couper la parole, bien sûr, à tout moment, ça ne pose aucun problème. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Madame Pignolet, c'est surtout pendant cet arrêt de travail. Vous voyez, la première étape, c'est pendant l'arrêt de travail que tout va se faire. Et en réalité, cette visite de pré-reprise se tient pendant cette période d'arrêt de travail, où le médecin du travail ne peut statuer sur l'aptitude. Dès lors qu'il y a une suspension du contrat de travail, il ne peut pas mettre apte ou inapte. Et donc, effectivement, il ne peut pas délivrer d'attestation ou de fiche d'aptitude pendant cette période. Et c'est cette période qui va permettre la mobilisation d'abord de la CGSS avec ce qu'on appelle les CSAM, les conseillères donc, de l'assurance maladie, qui vont contacter le salarié. Ils vont être rencontrés par les assistantes sociales qui vont évaluer leur situation. Et puis, on a également l'intervention possible du médecin du travail pour la visite de pré-reprise. Lorsqu'on va faire cette visite de pré-reprise, nous, le médecin du travail, on pourra activer une palette d'intervenants, dont Cap Emploi. Et vous voyez, ce qui est important, c'est que Cap Emploi intervient sur toutes les étapes. Ça veut dire que pendant l'arrêt de travail, ils interviennent. Lorsqu'on a éventuellement délivré une inaptitude, ils peuvent encore intervenir puisqu'on a 1 mois pour reclasser ou licencier le salarié. Et après le licenciement, Cap Emploi continue de suivre le salarié. Et on parle du maintien dans l'emploi, mais c'est surtout le maintien de l'employabilité. C'est-à-dire qu'on va maintenir quelqu'un dans une situation de travail. Il peut être formé, il peut faire autre chose, mais dans tous les cas, on maintient une employabilité. On ne le laisse pas dans la nature tout seul. Ça, c'est extrêmement important. Alors, vous voyez aussi ce qui est essentiel, des acteurs importants, mais qu'on partage effectivement Siste BI Intermétra, c'est l'intervention de l'assistante sociale. Vous avez une personne qui est en difficulté, que ce soit physique ou psychique, une difficulté de maintien dans l'emploi, il y a une évaluation par un service social pour voir effectivement quels sont les besoins et faire éventuellement des simulations pour le salarié, qu'est-ce qui arrive dans tel ou tel cas, lui montrer les différentes alternatives pour pas non plus qu'il soit totalement perdu. Vous avez donc le service social et Cap Emploi qui vont suivre pendant toute la période jusqu'à l'inaptitude et la confirmation. Vous savez bien qu'au-delà, lorsqu'on prononce une inaptitude, il y a un délai d'1 mois pour reclasser ou licencier le salarié. Et Cap Emploi, effectivement, comme je vous le disais, va continuer à suivre le salarié par la suite. Diapositive suivante. Alors, les obligations de l'employeur, parce qu'effectivement, il y en a, forcément, et c'est un rôle qui n'est pas évident. C'est d'abord, effectivement, des actions de prévention.
sur les risques professionnels et la pénibilité au travail. Et donc, plus on va améliorer, limiter cette pénibilité au travail, plus on permettra le maintien au travail de salariés handicapés. On a effectivement partagé avec SISTEBI l'Observatoire des inaptitudes, qui a recueilli les différents salariés inaptes donc de 2016 donc à 2018. Il a été mis en évidence dans cet observatoire que les deux grandes causes d'inaptitude étaient d'abord les risques psychosociaux, le stress, et l'autre cause, c'est les troubles ostéo-articulaires. Ces troubles ostéo-articulaires, il y a deux choses. Soit d'abord les TMS, les troubles musculo-squelettiques, ce sont des troubles qui sont induits par l'activité de travail, mais pas seulement. Un poste avec des exigences physiques élevées, on a un personnel qui est vieillissant, ils vont développer des arthroses, arthrose des genoux, arthrose du dos, etc. Et il y a des postes que les gens ne pourront plus tenir parce qu'il y a un vieillissement naturel des salariés. Lorsque vous améliorez les situations de travail en limitant les situations de pénibilité, on maintient ces travailleurs salariés âgés qui, du coup, peuvent garder leur emploi, en fait. Alors, l'employeur, effectivement, veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Bien sûr, dans le travail, il y a toujours des évolutions pour limiter, en termes d'organisation du travail, on peut toujours améliorer les situations de travail. Alors, les missions du médecin du travail, vous voyez, je n'ai pas parlé que des employeurs, je parle aussi de nous, on a comme des responsabilités et en tout cas des missions qu'on doit assumer et qu'il faut nous rappeler. Et dans nos missions figure bien sûr le maintien dans l'emploi, mais aussi on dispose d'une équipe avec des membres d'une équipe pluridisciplinaire qui vont nous aider donc dans cette tâche et donc notamment on a des ergonomes, on a donc des assistantes techniques, on a effectivement aussi on travaille avec des infirmières et effectivement on est extrêmement souvent en contact avec Cap Emploi pour ces problématiques. Alors, diapositive suivante. Alors, on essaie de faire les choses de façon un peu organisée, c'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est complexe, après reprise. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi? Donc, on a décidé de répondre un peu aux différentes questions. Quoi? Pourquoi? Qui? Quand? Comment? Voilà. Donc, on va commencer déjà, diapositive suivante, par c'est quoi? La pré-reprise, c'est effectivement, comme je vous le disais, un élément essentiel du maintien dans l'emploi. Et c'est là, effectivement, qu'on va pouvoir déjà avoir des pistes pour l'aménagement ou l'adaptation du poste du travail. Ça peut être une adaptation du temps de travail également, ou éventuellement envisager une reconversion professionnelle. Ça peut être également la proposition d'une formation. Et c'est pour ça que dans le recueil des problèmes, on va toujours savoir vous avez quelle formation, quel parcours vous avez suivi. Et sans surprise, vous allez me dire, les salariés qu'on trouvait inaptes, c'était souvent des personnes entre 50 et 60 ans qui avaient une formation donc effectivement assez faible malgré tout et avec souvent des métiers physiques qui étaient effectivement difficiles à tenir. Alors, diapositive suivante. Et ce qui n'est pas évident parce que pour arriver à former des personnes, pour dire tiens voilà vous allez avoir une formation, c'est pas si simple que ça effectivement. Enfin, je dirais à nos âges. Et les démarches sont longues. Alors, donc, par qui est demandée cette visite de pré-reprise? Est-ce qu'un employeur peut demander cette visite de pré-reprise? Eh bien non, ce n'est pas possible. Cette visite de pré-reprise, elle est à la demande du salarié, du médecin conseil et du médecin traitant. Et donc, Madame Pignolet vous l'a dit, cette visite de pré-reprise, elle est essentielle. Donc, comment on fait en sorte qu'elle soit demandée par les salariés, les médecins traitants et les médecins conseils? Donc, on renforce effectivement notre collaboration avec les médecins conseils. C'est ce qui s'est fait à l'occasion de plusieurs réunions avec Cap Emploi pour effectivement qu'on ait des échanges entre médecins du travail et médecins conseils. Les médecins traitants, effectivement, ont été aussi sensibilisés à la visite de pré-reprise. Et enfin, les salariés, lors de la visite des infirmières notamment, mais également des médecins, sont informés sur la possibilité, en cas de situation de maintien dans l'emploi difficile, de solliciter le médecin du travail pour la visite de pré-reprise. Voilà, c'est le suivant. Alors là, je vais peut-être laisser Virginie détailler un petit peu. C'est pour illustrer. Je vais montrer les chiffres des visites de pré-reprise sur les 5 dernières années, de 2015 à 2020. Vous voyez qu'entre 2015 et 2020, on a pratiquement doublé. Donc, si je double mes visites de pré-reprise, forcément, c'est chronophage, ça demande beaucoup de temps, il y a beaucoup d'acteurs, il faut tout coordonner. Évidemment, je vais vous faire moins de visites d'embauche,
parce que ma priorité, c'est les personnes qui sont en difficulté, qui ont besoin de nous. Et alors, moi, j'informe les salariés à chaque embauche de toutes les possibilités qu'ils ont de nous voir de façon confidentielle sur leur temps de travail et en arrêt maladie. Donc, si je demande une visite d'embauche parce que je fais plus de pré-reprise, vous aussi, vous pouvez, quand vous embauchez vos salariés à la signature, de dire, vous arrivez ici, voilà votre médecin du travail et voilà aussi toutes les possibilités de rencontre que vous avez avec votre médecin du travail. Qu'est-ce qui explique que ça augmente aussi de manière aussi conséquente? C'est votre organisation ou c'est l'information? Je pense que c'est l'information à partir du moment où cette visite a été mise en place, autant que ça se communique. Ça se sait plus, c'est ça qui est d'accord. Les syndicats, ça peut être des bons vecteurs aussi dans les guides personnels, ce sont des ressources aussi pour salariés en difficulté. Et ça fait que monter. Ça continue de monter. Ah oui. On fait vraiment que du maintien d'emploi, la prévention de la désinsertion socio-professionnelle actuellement, c'est effectivement, il y a une amélioration de la connaissance des différents acteurs, et donc forcément, ça permet d'augmenter les chiffres. Et pour ce TBI, si je peux me permettre, c'est 90% en fait des salariés qui demandent la visite de pré-reprise. En 2020, c'est plutôt à l'initiative du salarié. Souvent, il y a un biais, parce que chaque fois, je leur demande qui c'est qui vous a, pour bien requalifier ma visite, savoir d'où vient. Parfois, c'est le médecin conseil, mais il leur donne simplement la possibilité de le faire, mais ce n'est pas le médecin conseil qui nous a alertés par un courrier officiel. On diffère bien ce courrier-là, mais le médecin conseil a pu donner, allez rencontrer votre médecin du travail. Je pense que il sera intéressant d'avoir un échange et d'accepter. Que dans les visites des salariés, il y a quand même une petite part qui vient de la sécurité sociale. Je confirme, parce qu'effectivement, oui. Alors là, vous avez les chiffres d'intermétrat. Vous voyez qu'effectivement, ça monte. 2019, on était à 4,6. Là, on monte à 5,5. Et puis, alors nous, c'est un petit peu dilué en plus, parce qu'on a beaucoup d'infirmières aussi. Donc, c'est dans le lot des visites. Mais clairement, aujourd'hui, c'est une visite qui est de plus en plus connue par les différents acteurs et donc forcément beaucoup plus sollicitée. Donc, il y a cette volonté-là que la CGSS, que Cap, tout le monde travaille ensemble. Et donc, forcément, on utilise beaucoup plus cette visite de pré-reprise. Et j'anticipe un peu et je m'avance peut-être un peu, mais il y a une nouvelle réforme de la santé au travail qui est à venir. Et il me semble que peut-être que l'employeur aurait la possibilité. Ce qui est prévu. Ça serait parce que là, aujourd'hui, on peut informer, c'est ça. Alors, peut-être pas lier des instances, mais on ne peut pas demander. Et là, ça peut s'assumer. À l'initiative de l'employeur. Mais dans la future loi, il est prévu normalement que l'employeur puisse le faire. Mais elle est en cours de encore au Sénat. Encore une. C'est pas avant le deuxième semestre 2022 en fait, les applications par décret. En fait, on a un petit peu de temps encore. Alors. Effectivement, je confirme les propos de Virginie qui précisait bien que des fois, on reçoit les salariés. C'est une visite occasionnelle, visite à l'initiative du salarié. En réalité, ils ont déjà rencontré le médecin conseil qui leur a dit oralement contactez votre médecin du travail. Bon, effectivement, faut voir ça. Alors, diapositive suivante. Alors là, la pré-reprise, c'est quand? Quand est-ce qu'on l'a fait? Là, c'est une très bonne question parce que nous, on se retrouve quand même en situation de devoir statuer, c'est-à-dire qu'on doit décider, mais il faut que son état, l'état du salarié, soit stabilisé. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'être opéré et qui a des tuyaux de partout, ne peut pas nous demander docteur, dites-moi comment ça va se passer dans une semaine. C'est pas possible. Donc, il faut que l'état soit quand même stabilisé, qu'il n'y ait plus d'évolution négative ou positive. Voilà, qu'on sache vraiment où on en est. Voilà. Et donc, des fois, il faut bien le dire, tout n'a pas été fait par nos collègues de ville, nos collègues de l'hôpital. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire que des fois, on reçoit le salarié. Oui, mais là, il y a encore de la kiné à faire, il y a encore des choses à faire pour améliorer son état. Et lorsque l'état il est stabilisé, là, il ne va plus évoluer, à ce moment-là, on dit, bon, ben voilà, l'état il est fixé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et comment on adapte le poste? Mais si vous avez, par exemple, je vais prendre l'exemple de la dingue, par exemple. Imaginons quelqu'un a une dingue. On sait que pour la dingue, ça va être un arrêt de 15 jours. Il est inutile pour nous de recevoir une personne dans les 15 jours. Ça n'a aucun sens. On sait que de toute façon, on voit la personne à 8 jours, elle est très fatiguée, très affaiblie, ça n'a aucun sens. On sait qu'effectivement, on peut traîner une fatigue plus importante. Et donc, si le poste a des exigences physiques, il aura beaucoup plus de mal à reprendre que si c'est une personne de bureau. C'est évident. Donc là, clairement, si c'est quelqu'un qui porte des charges de 40-50 kilos
et qui a eu la dalle, ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus long. Mais effectivement, c'est nous qui l'évaluons lorsqu'on reçoit cette personne. Donc, c'était pour vous dire qu'une visite de reprise, ça ne doit jamais être trop tôt non plus. Faut quand même, on doit être précoce, certes, mais il faut que l'état soit quand même stabilisé, qu'on sache un peu où on va. Je suis d'accord avec Luc. Le signalement, il doit être le plus précoce possible. Il y a un juste milieu. Il faut déjà laisser la part du soin pour avoir l'équilibre du salarié pour pouvoir ensuite aller sur un projet. Ça veut dire aussi que le médecin du travail doit avoir plusieurs palettes. Ça veut dire qu'il doit être capable de dire quels soins on va adopter pour telle ou telle pathologie et quel nombre de jours d'arrêt on va adapter pour telle ou telle pathologie. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit force de proposition par rapport à certaines situations. Moi, je vois énormément de salariés qui ont des problèmes rhumatologiques qui n'ont jamais vu de rhumatologue. Bon. Ça paraît, lorsqu'on va sur une inaptitude, ça paraît cohérent quand même qu'il ait au moins rencontré dans le parcours au moins un médecin spécialiste. Sur le signalement précoce, vous avez tous un rôle à jouer parce qu'il y a une visite qui existe, c'est la visite à la demande de l'employeur. Si vous voyez, vous êtes au courant de beaucoup de choses, vous travaillez au quotidien avec vos salariés, vous avez tous les petits arrêts que nous, on n'a pas connaissance. Quand vous voyez un salarié qui est en difficulté ou qui vous exprime des difficultés, on n'attend pas l'arrêt. Visite à la demande de l'employeur avec des éléments factuels pour nous expliquer la situation et vos difficultés, vos inquiétudes. Et on le voit même avant l'arrêt. Peut-être qu'il y en aura après, mais au moins, voilà, la précocité, on n'attend pas l'arrêt pour réagir. Et souvent, les salariés, le médecin du travail, c'est l'aptitude ou l'inaptitude. Donc, il y en a, ils ont peur de venir nous voir. Donc, eux, ils vont tarder jusqu'à ce qu'ils arrivent en fin de droit où on n'a plus de marge de manœuvre parce que les IJ vont devoir s'arrêter et la former, reclasser, acheter du matériel. On est en bout de course et ce n'est pas possible. Bon, là, je vais me faire taper dessus par les collègues. Excusez-moi. On a Romain Perron qui est notre chargé de com qui vient prendre des photos. Je veux juste savoir si je peux prendre des photos pour faire des explications de la commission. C'est bon. C'est ça. Là, je vais me faire taper dessus par les collègues, mais pas forcément. Voilà. Le médecin du travail a une obligation de conseil et d'information. Ça veut dire que les employeurs, vous dites, docteur, je veux un conseil, je veux une information. C'est une obligation du médecin du travail. Donc, n'hésitez pas. Prenez votre téléphone, prenez votre mail. Docteur, j'ai une situation difficile. Quel est votre conseil? Il est obligé de répondre. Obligation de conseil. Voilà. Je suis désolé, hein, bon, voilà. Mais c'est comme ça. Hein, c'est la règle. Hein, donc, faut l'utiliser. On ne peut pas faire embauche périodique, pré-reprise, demande. Il faut choisir. Moi, j'aurais même rajouté pré-embauche parce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je vois l'offre de l'université, tout ce qu'il a mis, nous, on ne sait pas en final si la personne, elle peut porter des charges, elle peut être à genoux, il y avait de l'ozone, enfin bref, tout ça. C'est quelque chose qu'on faisait effectivement avec Cap Emploi, effectivement. Moi, j'ai fait ça à l'époque. Des visites de pré-embauche, c'est-à-dire pour des postes un peu délicats, on peut voir les personnes en pré-embauche, effectivement, pour statuer sur les possibilités. C'est au bon vouloir du médecin du travail. Tout à fait. Mais est-ce que c'est possible par rapport au contrat que l'on a avec Intermétra ou tout autre, où le contrat est sur les salariés en poste? Là, on a quelqu'un qui n'est pas encore salarié. La visite était réglée à l'époque, et fait en métropole par Cap Emploi. À l'époque. On ne peut pas faire de la sélection. Il faut que le salarié soit embauché. Si vous m'appelez directement, dire on a choisi un salarié en situation de handicap, voilà, on a besoin de votre équipe. Là, on embauche, je vais le voir dans les priorités pour pouvoir vous accompagner et vous conseiller par la suite. Et je ne peux pas participer au choix par rapport au il a un plus petit handicap, il a un plus grand. Oui, bien sûr, mais il faut regarder si ça matche effectivement avec l'offre inclusive, parce que souvent vous exprimez des restrictions, mais là ça va plus loin en fait, c'est l'environnement total, il faudrait quasiment avoir les deux, et le candidat et l'offre d'emploi pour savoir si ça matche. Ouais. Mais souvent le salarié qui est en situation de handicap, il connaît son handicap et ses capacités. Ouais. J'ai jamais vu un aveugle passer un permis de poids lourd. J'ai jamais vu. Ils vont pas se mettre non plus en difficulté. Là-dessus, oui, mais pour un agent des espaces verts tel que c'était là, dit est-ce qu'il peut être. Alors, je n'ai pas tout suivi, mais j'ai vu ozone, etc. Est-ce qu'un agent des espaces verts sait ce que c'est que de l'ozone? Voilà, je ne suis pas sûre qu'il sache s'il peut supporter cette contrainte-là. Mais c'est pour ça qu'il faut que la visite médicale se fasse rapidement après l'embauche. Après, c'est déjà trop tard. S'il rentre, il ne peut pas. Il faut, je pense,
lors de l'entretien, parce que là, en fait, ça fait partie de votre boulot à vous, en fait, d'évaluer en entretien. Donc, ça veut dire, en fait, poser des questions et pourquoi pas, vous pouvez, en fait, mixer votre évaluation lors de l'entretien. Ça peut être des questions et éventuellement, ça peut être des tests aussi, si c'est port de charge. Moi, je rejoindrais madame dans la mesure où elle ne peut pas se substituer au médecin du travail. C'est-à-dire que là, et là, vous allez voir la suite des diapos, le médecin du travail est expert médical, expert du travail. Donc, à lui de se débrouiller avec les pathologies et le poste de travail. C'est lui qui va pouvoir déterminer si là, il y a une exposition qui peut être potentiellement dangereuse pour la personne. C'est-à-dire que là, si on a une exposition éventuellement cancérogène ou autre, avec une personne à terrain fragile, il va pouvoir l'identifier, ce que n'aurait pas pu faire un employeur. Oui, mais là, la question, c'est avant de signer un bon questionnement c'est ça. permet déjà d'éviter certaines erreurs par rapport à la personne. Et l'offre inclusive, elle est intéressante à la fois pour la personne ou les mais aussi pour l'employeur, pour poser les bonnes questions en disant, voilà, vous avez vu, l'environnement de travail, c'est celui-là, est-ce que vous avez des choses à nous dire par rapport à ça, etc. C'est vraiment un outil dans les deux sens. Alors, je vais vous dire là. Qui veut intervenir. Je vais juste apporter une petite précision. Alors, la difficulté, je pense que nous tous, médecins du travail, on peut se mettre à la place effectivement de l'employeur et de comprendre que l'employabilité de certains salariés qui, en plus, en face de l'employeur, vont peut-être minimiser leur handicap pour pouvoir obtenir un poste. La visite de pré-embauche pourrait être intéressante. Maintenant, une visite de pré-embauche pourrait s'apparenter à une médecine de présélection, ce qui n'est pas dans le code du travail, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons, nous, médecins du travail, nous positionner sur l'aptitude d'un salarié uniquement lorsque ce salarié a un poste. Et ceci rejoint les procédures d'inaptitude, où lorsqu'un salarié a été déclaré inapte à un poste, parfois, certains employeurs nous demandent, voilà, docteur, j'ai ce poste-là en tête, est-ce que le salarié est apte à occuper ce poste-là? On ne peut pas se positionner sur une aptitude a priori. On peut vous dire que le poste qui est proposé en reclassement correspond aux aptitudes restantes mentionnées sur l'avis d'inaptitude, mais on ne pourra pas vous donner de feu vert a priori. Et c'est une complication, je le comprends bien, mais le Code du travail est ainsi fait, et donc on ne se positionne sur l'aptitude d'un salarié qu'une fois que ce salarié a le poste, puisqu'en fonction des entreprises, les environnements de travail peuvent être différents, les nuisances peuvent être différentes, et donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas cette possibilité-là pour nous, médecins du travail. Et surtout, tout va dépendre des moyens qu'on va mettre en place pour compenser le handicap. Vous avez entendu parler d'une personne sans bras, sans jambes qui a traversé la Manche. Moi, j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, je suis incapable de le faire. Tout simplement, c'est qu'ils ont mis les moyens de surveillance, l'entraînement, le nombre de bateaux, le nombre de pauses. Et tout est possible en fonction des moyens qu'on va pouvoir attribuer aux salariés par la suite. La visite de pré-embauche, finalement, ça va nous faciliter. On travaille sur l'intégration, la pré-embauche. Elle n'existe pas, la visite de pré-embauche. En fait, c'est une appellation, mais moi, je le faisais effectivement avec Cap Emploi en métropole. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une liste, j'avais une après-midi fixée pour ça, tous les salariés de Cap Emploi que je voyais, et effectivement, je donnais les éléments d'information sur tel ou tel poste, voilà, etc. Et donc, ça leur permettait de reclasser plus facilement des personnes. Surtout que, comme elle le disait tout à l'heure, ce qui est quand même difficile, bien que j'entendais tout à l'heure que vous dites, c'est à vous finalement de poser les questions. Ouais, il y a quand même, et tout à l'heure elle l'a rappelé, il faut faire attention au principe de discrimination dans l'emploi et notamment au moment de l'entretien à l'embauche. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a des questions qui sont des fois difficiles à poser pour certains DRH parce que des fois, ça peut vite s'apparenter. Donc, plutôt donner des informations plutôt que questionner trop. Ça peut être difficile. Oui, mais là, si tu veux, Audrey, on a les restrictions de poste. Déjà, il est à l'entretien, donc il est là. On est sur un poste où on a dit qu'il fallait des ports de charge. Là, on a le droit quand même de poser des questions, tu vois. Puisque c'est clair et net, ça a été mis dans l'annonce. Ça y est, il a passé la présélection, le CV, c'est bon. Il est là en face de nous,
ou en visio à l'entretien. Et donc, le but, c'est effectivement de vérifier en fait, si ça colle en fait, avec nos attendus. Et comme on a dit, c'est ça qui est bien aussi d'avoir pu décrire en fait, l'environnement en amont, on se repose sur en fait, la description du contexte qu'on a donné. Port de charge, accroupie, enfin voilà, position accroupie. C'est quand même beaucoup plus les médecins qui doivent faire ça, parce que ça peut vite s'apparenter à une discrimination. Moi, je vais me faire le maître du temps, si je peux me permettre. On a encore 10 minutes sur le sujet, parce qu'on a un dernier sujet à traiter. Donc, voilà, en tout cas, sachez que moi, pour mes travaux d'électricité, je fais appel à l'électricien. Vous avez un problème d'aptitude, faites appel au médecin du travail. Et donc, clairement, aujourd'hui, et donc, clairement, faites attention quand même, parce que la visite de reprise, elle est déclenchée un mois après, effectivement, l'arrêt maladie, l'accident de travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la médecine a évolué. Quelqu'un va faire un AVC, il aura un arrêt de moins d'un mois. Quelqu'un a fait un infarctus, c'est un arrêt de moins d'un mois. Quelqu'un qui a fait un infarctus, est-ce qu'il peut continuer à porter des charges de 50 kilos? La réponse est non. Et pourtant, il ne sera pas forcément vu par le médecin du travail. Ça, c'est un problème. L'AVC, il va vous dire « Ah ben, je vais très bien, docteur, tout va bien. » Et puis quand on va commencer à creuser les troubles de mémoire, on va trouver des choses qui ne lui permettent plus de tenir son poste. Et là, vous ne pouvez pas vous substituer au médecin du travail encore une fois. Ce n'est pas possible. Chacun prend ses responsabilités. Alors, la pré-reprise, donc effectivement, donc le plus souvent, ça se fait au cabinet médical, mais effectivement, on a eu une expérience d'un médecin qui faisait carrément les pré-reprises dans les entreprises pour voir sur place comment ça se passait au travail. Bon, ça peut se faire avec un essai encadré, mais qui va être mis en place sur la réunion. Combien de pré-reprises à la demande du salarié? On n'a aucun droit de refuser effectivement une visite de pré-reprise à la demande du salarié, donc autant qu'il le souhaite, dès lors que ça peut permettre le maintien dans l'emploi, bien sûr. Alors, la diapositive suivante. Alors, comment elle se passe, cette visite de pré-reprise? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un aménagement, une adaptation du poste, il y a des préconisations de reclassement. On va être force de proposition à l'endroit de l'employeur pour effectivement faire des suggestions de reclassement et également, donc, éventuellement des formations si c'est nécessaire. Et je vous ai évoqué le service social. Le service social qui va être sollicité quand même dès lors qu'on estime qu'il y a un risque de perte d'emploi. Alors, à ce moment-là, au moment de la visite de pré-reprise, on doit informer le médecin conseil. On ne fait pas toujours, nous, médecin du travail, donc ça, il faut le faire. Mais on peut solliciter l'employeur si on a l'accord du salarié. Alors moi, des gens, ils me disent, ouais, bah, attendez, là, docteur, vous l'avez vu 3 fois, finalement, j'ai appris ça, vous ne m'avez rien dit. Ben oui, on a vu en visite de pré-reprise, mais si le salarié n'est pas d'accord pour que je prévienne l'employeur, je ne préviens pas. C'est effectivement le salarié qui donne son accord. Diapositive suivante. Les capacités restantes, et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, demandez à vos médecins du travail. Ils ont une obligation de conseil, d'information. Docteur, quelles sont les capacités restantes pour mon salarié? Qu'est-ce que je peux lui faire faire? Moi, je veux le reclasser. Je veux aménager son poste. Dites-moi ce que je peux lui faire faire. Voilà, c'est tout. Donc, il faut vraiment demander, vous êtes dans votre démarche. Cette démarche de reclassement, elle est essentielle. Si le médecin a mis la petite mention, oui, l'État ne peut pas maintenir le salarié au travail, etc., ça dispense l'obligation de reclassement. Mais si ce n'est pas le cas, il faut que vous ayez effectivement fait des démarches avec, parce qu'il y a une traçabilité, il faut pouvoir la prouver dans la recherche de reclassement, et il faut pouvoir la prouver. Diapositive suivante. Et donc, ces capacités restantes, elles doivent être assez précises, malgré tout, et elles doivent effectivement le plus large possible, parce qu'il faut savoir comment vous pouvez trouver un reclassement. Vous pouvez même créer un poste sur mesure pour un salarié en fonction des capacités restantes. Diapositive suivante. Le pourquoi, on arrive au pourquoi. Le maintien dans l'emploi, c'est un enjeu qui est majeur. Parce que d'abord, effectivement, on maintient des gens au travail et ça, c'est extrêmement important. Comme je vous l'ai dit, le médecin, c'est un expert médical du travail et donc, laissez-lui la responsabilité de cette tâche. Il y a une palette d'acteurs qu'on va pouvoir mobiliser. On peut aussi mobiliser Cap Emploi, hein, les employeurs peuvent mobiliser directement Cap Emploi, mais nous, en tout cas, nous, on essaye de faire toujours une demande d'intervention pour Cap Emploi. L'idée, c'est effectivement rechercher des solutions parce que c'est un enjeu énorme du point de vue humain, du point de vue financier, du point de vue social. C'est un enjeu majeur, effectivement, pour l'employeur. Les entreprises, des fois, il y a 3 inaptitudes. Ils pleurent, hein, ils disent, je ne comprends pas. Mais en même temps, il y a
Il y a une pyramide des âges avec des salariés qui sont vieillissants, qui ont des difficultés au travail. Et voilà, là aussi, il y a une vraie réflexion au niveau RH sur la pyramide des âges. Hein. Alors, diapositive suivante, les propositions du médecin du travail. Alors, effectivement, on peut tout à fait échanger, on doit échanger avant les situations, avant de déclarer quelqu'un inapte. On doit avoir étudié les conditions de travail, réalisé la fiche d'entreprise, la fiche d'évaluation des risques. On doit avoir fait une étude de poste du salarié. On doit avoir échangé avec l'employé. Il faut toujours, effectivement, qu'on ait cet échange. Et donc, là où on va faire des propositions d'aménagement, on ne peut pas vous imposer complètement. Voilà, on va vous donner les propositions et échanger avec vous. Voilà, diapositive suivante. Je crois que j'étais dans le bon timing, là. On va lui mettre un maillot jaune. On va passer le quiz. Vous allez être exempté de questions parce qu'on a trop de temps. Donc, on fera passer, peut-être, on fera passer par le MEDEF. Enfin, Daniel, on enverra le quiz aux personnes qui sont en ligne pour évaluer ce que vous avez retenu de tout ce qui a été dit ce matin, quand même. Ouais. Mais vous avez vu, c'est quand même un sujet très complexe, avec un vrai besoin, mais voilà, il est complexe. Il est complexe, donc on pourra peut-être faire une autre commission sur ce sujet. On reste un peu sur notre fin, enfin en tout cas moi, je reste un peu sur ma fin et je suppose que vous aussi. Donc on se reverra autour de ce thème, si vous voulez bien. On commencera par le quiz, ouais, me dit Emmanuel, hein, c'est pas moi, hein, c'est Emmanuel. Hein. Voilà. En tant que président. Est-ce qu'on clôture sur ce sujet? Est-ce que vous avez des questions, les personnes en ligne ou les personnes ici également présentielles? Après, si je cause trop, je ferai après. Moi, c'est en lien un peu avec cela et avec ce que l'on disait précédemment sur l'offre inclusive, qui peut nous aider. D'habitude, quand on fait une offre d'emploi, on n'est pas forcément complètement dans la contrainte. Qui peut nous aider à bien lister toutes les contraintes pour pas qu'on ait une erreur de casting à la fin. Je reviens sur l'université. Moi, si j'avais dû aider la RH à mettre les contraintes, j'aurais pas pensé à l'ozone. Donc, qui peut vraiment aller autour de... Voilà, est-ce qu'on doit venir vers la médecine du travail, vers Cap Emploi? C'est les ergonomies, après, c'est les ergonomes. Après, ça a un coût, hein, c'est sûr, hein, mais... Ce sont des ergonomes, c'est une démarche privée. Si vous voulez vraiment affiner les critères liés au poste, après, c'est peut-être pas sur tous les postes non plus. Non, mais c'était les postes en inclusif, quoi, pour rebalayer les postes avec quelqu'un qui a un regard neuf. Sinon, juste une suggestion, c'est si le poste existe en interne, de toute façon, il y a le document unique qui est obligatoire. Normalement, sur chaque poste, vous avez mis en avant en fait les risques de chaque poste. Et en face, en fait, vos solutions pour contrer le risque. Donc déjà, et donc l'idée, ça serait en fait de faire la fiche de poste, une fiche de poste déjà en interne hyper précise. Et peut-être, suggestion en interne, d'ailleurs pour n'importe quel poste finalement, c'est entretien pro, c'est voir déjà avec celui qui a fait déjà, qui tient le poste. Voilà, c'est en fait qui déroule, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a toujours un gap entre la fiche de poste et ce qu'il fait en réalité. Et l'idée, ça serait effectivement de pouvoir... L'idée de madame est très bonne. C'est-à-dire que vous payez une cotisation en médecine du travail. Vous avez tout à fait le droit d'appeler votre médecin du travail, je veux une étude de poste pour tel poste. Ouais. C'est tout. C'est dans vos droits. Vous faites appel à la médecine du travail, vous dites je veux une étude de poste, vous avez votre étude de poste, vous avez une étude de poste détaillée, et vous voyez si ça match avec votre salarié. Voilà, je voulais savoir quelle est en ligne, ça va. C'est du travail. Je pense que Karim il vient d'engager un paquet visite. C'est Chantal, c'est pas Karim. On retient la proposition de Dr Foukenberg avec plaisir. Merci beaucoup, docteur. Pour rebondir là-dessus, nous, effectivement, on se base beaucoup sur le document unique et on fait aussi appel régulièrement à la CGSS qui font des visites et qui nous accompagnent pour voir l'amélioration. Service prévention, en fait. Voilà, sur le service prévention. Donc,
ça, on travaille énormément avec eux et ça permet sur des visites, sur des ateliers spécifiques, des choses comme ça, pour voir déjà si on a pris en compte tous les risques et voir les améliorations possibles sur les 3 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces... Oui, pardon. Excusez-moi, je voulais juste me permettre. Est-ce que le salarié désigné compétent ne peut pas être associé à la fiche de poste Merci, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Je pense que là, vous avez quand même un acteur qui est quand même important. Oui, oui, tout à fait. Donc ça, après, il y a certaines personnes qui n'osent pas trop parler de leur handicap et qui n'ont pas forcément envie d'être, entre guillemets, stigmatisées. Donc, c'est pas forcément facile parfois de les faire parler. Mais quand c'est possible et quand la personne est, elle est OK avec ça, évidemment, c'est l'acteur incontournable, c'est la personne elle-même, quoi. Alors, j'avais une deuxième question qui concernerait, s'il vous plaît, concernerait le salarié. Donc, j'ai bien compris que le salarié ne peut ne pas informer l'employeur pour la visite de pré-reprise. Est-ce que, par contre, l'employeur peut prendre des nouvelles de son salarié qui est absent depuis, qui a des maladies? Bonne question. Parce que je me retrouve dans le cas et voilà, c'est pour ça que je me permets de poser la question. Il y a 2 écoles, une forme d'école. Il y a l'école juridique et il y a l'école humaine. C'est bien. Évidemment, quand le salarié est en arrêt maladie, il y a une suspension du contrat de travail et il pourrait être accusé de harcèlement si l'employeur contacte son salarié. Mais pour qu'il y ait du maintien d'emploi, il faut un échange. Il faut un échange avec l'employeur, il faut anticiper les choses. En plus, je vois, moi, les salariés, quand ils sont en rupture et que personne ne prend leurs nouvelles, c'est une véritable souffrance pour eux. Donc, moi, je comprends vraiment des nouvelles d'un salarié pour savoir comment il va et qu'on est là et qu'on est présent. Je ne vois pas où est le mal. Et sur des situations délicates, souvent, c'est moi qui fais l'intermédiaire en disant je vais contacter l'employeur. J'insiste souvent le salarié lors de la pré-reprise de dire est-ce que je peux informer l'employeur qu'on s'est rencontrés pour qu'on active une démarche. Et souvent aussi, je pousse le salarié, je fais mais contactez-vous votre employeur, montrez que vous êtes moteur, amorcez la communication. Et ça, c'est aussi une autre façon de faire. Il faut que tout le monde se parle. Voilà, mais sinon on n'avance pas. On n'avance pas. Effectivement, pour confirmer ce que dit Virginie, c'est une plainte qui revient souvent de la part des salariés. Les salariés disent personne ne m'appelle, ils essaient pas de prendre des nouvelles de moi, et en même temps, l'employeur qui va contacter régulièrement son salarié, vous voyez, il me harcèle. Donc, effectivement, il vaut mieux. Voilà. Mais l'employeur a peur aussi d'appeler son salarié. Moi, j'en vois plein. Ils n'osent pas l'appeler, en fait. Et donc, des fois, ils passent par un autre, un collègue qui va appeler. Parce que l'employeur a peur de se faire redresser les bouteilles. J'aimerais revenir un peu sur ce que vient de dire M. Hicham concernant la fiche de poste ou la fiche emploi. Quand on recrute quelqu'un, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a un besoin dans l'entreprise. En fait, je parle d'expérience, c'est-à-dire que je l'ai déjà fait pour recruter quelqu'un en situation de handicap. Et en fait, ça s'est retourné contre moi puisque j'ai fait et j'ai travaillé cette inclusion avec cette personne. Et en fait, ça a créé un malaise au niveau d'une équipe parce que pour cette équipe, il y a eu de la discrimination. Pourquoi on adapte les choses alors qu'on est d'abord dans un recrutement avec quelqu'un extérieur neutre? Pourquoi on adapte les choses comme ça? Et ça a créé un malaise. Donc, depuis, effectivement, il y a une fiche emploi plutôt qui est faite. On reçoit effectivement les candidats et au fur et à mesure du temps, on va adapter. Mais moi, je sais que quand je suis dans le recrutement immédiat, au départ, je ne fais pas la fiche de poste ou la fiche emploi avec la personne puisque d'abord, c'est une compétence que j'attends dans l'entreprise. Par contre, effectivement, s'appuyer sur la médecine du travail pour vérifier un certain nombre de choses, c'est l'idéal puisque ça permet aussi de se dégager et donc d'avoir aussi, en termes de responsabilité, une approche différente. Mais si vous pouvez créer de la discrimination auprès d'une équipe à partir du moment où les choses sont faites en concertation avant même que la personne soit recrutée. En tout cas, c'est une expérience que j'ai vécue. Donc, je le travaille autrement aujourd'hui. Voilà. OK. Merci beaucoup. Je peux juste dire… oui, mais très vite, parce qu'il y a Taros qui attend de prendre la parole. Juste, on a des moyens de sensibiliser des collectifs, en fait, à l'arrivée d'une personne quand on met en place des aménagements.
Ça s'appelle les prestations d'appui spécifiques qu'on peut mobiliser Tout à par fait. Cap. Et donc ça, c'est des outils que Cap Emploi peut mobiliser pour un employeur et un salarié qui intègre un poste. Merci. Je vois que les débats sont animés et c'est chouette. Donc, on refera, promis, une commission sur ce sujet. Pour finir, on va donner la parole à Madame Irène Parros, qui est la présidente du Clubhouse Réunion. Merci aux médecins, merci à Cap Emploi également. Merci, Dr Taki, qui est en ligne. Madame Parros, vous allez nous parler du Clubhouse Réunion en 10 minutes ou 15 minutes. Alors déjà, on m'avait demandé de réduire de moitié. Je vais essayer de faire vite alors. Donc déjà, je suis la présidente de Clubhouse Océan Indien, qui est une association. Alors déjà, merci au MEDEF de nous avoir invités aujourd'hui pour présenter l'association, qui a pour objectif de porter et développer un lieu d'accueil, et notamment le premier dans l'océan Indien qui serait à La Réunion. Donc un premier Clubhouse Réunion, on va dire. Vous n'avez pas pris le bon PowerPoint? C'est pas le bon? Non, parce qu'on m'a dit que celui-là était trop long, donc j'en ai fait un autre. Attendez. Oui, c'est à peu près la même chose, mais... Et comment on fait alors comment il faut... je vais départager mon écran, mais ça risque de prendre un tout petit peu plus de temps. Bon, c'est pas grave, puisque le temps est limité. C'est complètement différent, le PowerPoint? Il n'est pas dans le même ordre. Alors, vous allez être déçus sur la technique. Avec une personne dans un service. Mais celui-là, je vais le départager l'écran. Ou sinon, tu reprends le. Ah oui, sinon tu peux le projeter. Ah non, non, je départage mon écran. C'est quoi qu'il y a la main sur la. On aura l'occasion de revenir. Des écrans, des trucs à peu près. Non, on départage. Comment on arrête? Ah oui, voilà. C'est vrai que le partage. Les autres cas. Et pourquoi pas nous? C'est nous, un petit réglage. Beau, hein. Et puis, tous ils voulaient la même chose. Mais là, c'était pas pris en charge. Si tu l'as sur ta clé. C'est plus la même histoire. Donc, le temps que ça arrive, en fait, les deux premières diapos, c'est la présentation de l'équipe projet. Donc, c'était pour me présenter. Donc, moi, je suis accessoirement directrice d'un EHPAD et j'ai créé cette association Clubhouse Océan Indien avec Charlène Parros, qui est ma petite sœur, qui est la secrétaire, et Alix Angama, qui est trésorier, qui lui est un entrepreneur. Voilà. Donc, nous ont rejoint dans ce groupe projet, on est les trois initiateurs de cette association. Nous ont rejoint très rapidement 4 autres personnes. Francia, qui s'occupe du pilotage des partenariats. Accessoirement, elle travaille au MEDEF. Vanessa Cerveau, qui, elle, travaille dans le médico-social et qui s'occupe du contact avec le médico-social, ainsi que Blandine, qui est aussi dans le médico-social, et Pamela Quiroga, qui est directrice de l'association Prodige et qui s'occupe avec nous du développement. Donc voilà, je vais vous faire un petit historique de ce que c'est que le Clubhouse. Le Clubhouse, c'est un modèle d'accompagnement de personnes qui sont atteintes de troubles psychiques. Et c'est un modèle qui est né aux États-Unis en 1948 avec l'objectif, l'inclusion sociale et ou professionnelle de ces personnes en handicap psychique. Donc, à l'origine, c'était un groupe de personnes concernées qui se réunissaient sur les marches d'une bibliothèque à New York et qui, pour s'entraider, donc pour toutes leurs démarches de logement, administrative, recherche d'emploi, et qui ont rencontré un généreux donateur qui a été sensibilisé par leur démarche et qui, du coup, leur a donné un lieu pour se réunir et mettre en œuvre aussi et formaliser un petit peu ce modèle. Donc, est né en 48 le premier d'accueil qui s'appelle Fountain House et par leur fonctionnement, ils ont créé, comment on appelle ça, des standards qui régissent un peu le fonctionnement du Clubhouse. Et ces standards ont été modélisés par Clubhouse International pour pouvoir diffuser le modèle à l'international. Ce modèle est arrivé à Paris en 2011
grâce à l'association Clubhouse France. Et Clubhouse France a œuvré pour mettre en forme et en tout cas mettre en conformité le modèle américain à la législation française, puisqu'on est quand même sur des législations complètement différentes. Et donc, le premier lieu d'accueil a été créé à Paris, dans le 19e. Et depuis 2011, l'association Clubhouse France essaime ce modèle sur le territoire national, notamment en 2017, il y a eu Lyon et Bordeaux. L'année dernière, il y a eu Nantes. Et cette année, on est à Lille. Et j'espère que Clubhouse Océan Indien, qui est complètement indépendant de Clubhouse France, mais on travaille en collaboration, aura la possibilité donc d'ouvrir un lieu d'accueil à La Réunion. Donc voilà les personnes dont je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà, la diapo suivante, c'est l'équipe qui nous a rejoints. Diapo suivante. Donc, le principe de base. Bien voir des enfants masques. Donc, le principe de base, c'est de partir du postulat que les personnes en situation de handicap psychique ont toute leur place dans la société en tant que citoyens, y compris dans le monde du travail. Donc ça, et donc faire en sorte que les personnes concernées se prennent en main leur rétablissement d'une part, mais aussi leur insertion. Donc le Clubhouse, il intervient en parallèle du parcours de soins puisque c'est un modèle non médicalisé. Il intervient en parallèle des lieux d'accueil existants et de ressourcement, dont les proches bien sûr, et il intervient en partenariat avec les autres acteurs du médico-social et économique sur le territoire. Donc, 2 diapos après, je crois. Voilà. On peut définir le Clubhouse comme un lieu d'activité de jour convivial, non médicalisé, créé pour et avec des personnes fragilisées par les effets des troubles psychiques. La mission, donc, c'est permettre la réinsertion sociale et ou professionnelle la plus complète et durable possible pour ce public. 3 objectifs: rompre l'isolement, faciliter l'inclusion sociale et ou professionnelle et lutter contre la stigmatisation des personnes qui ont des troubles psychiques, évidemment, avec les 4 principes qui sont affichés là, notamment l'empowerment et la cogestion qui fait un premier principe, c'est-à-dire être acteur de son rétablissement et être co-responsable. Le deuxième principe, c'est l'entraide. Et donc l'entraide entre pairs, donc le côté solidarité qui va permettre à chacun de gagner en estime de soi et de retrouver confiance en soi. Troisième principe, c'est le suivi dans le temps, donc suivi individuel et aussi sur le principe que quand un bénéficiaire qu'on va appeler le membre, il est membre à vie de cette structure. Non pas qu'il est attaché et qu'il soit obligé d'y être, mais surtout qu'il puisse, à un moment de son parcours de vie, pouvoir se raccrocher à une structure qui sera toujours là et bienveillante pour l'aider au moment où il en sera dans son parcours. Et l'ouverture, bien sûr, et le partenariat avec les entreprises, puisque le Clubhouse a pour objectif le retour en activité. Je dis bien en activité et non pas en emploi, parce que dans l'activité, il y a l'aspect bénévolat, il y a l'aspect aussi emploi rémunéré et en fonction de l'étape de chacun, il ira soit vers le bénévolat, soit vers l'emploi. Donc, le Clubhouse se positionne comme le chaînon manquant entre le suivi médical et la vie active. Il y a un gap aujourd'hui, bien qu'il y ait des dispositifs, où on a parlé de Précap, il y a le SAMSA, il y a tout un panel de dispositifs qui accompagnent, et le Clubhouse n'est pas une réponse à tout le monde et pour tout le monde, c'est une réponse pour une étape d'un parcours d'une personne. Voilà. La diapo suivante. Donc, dans la pratique, comment ça se traduit? Ça se traduit par les bénéficiaires, donc sont des membres actifs de l'association, ils participent à la gestion et à son animation. C'est ce qu'on appelle la cogestion.
Donc, il n'y a pas de différence entre un salarié et un membre. Les salariés dans cette structure sont suffisamment en sous-nombre pour permettre aux membres de trouver leur place et de pouvoir s'entraider et avoir une vraie place dans le fonctionnement de l'association. C'est basé sur un rythme entreprise, puisqu'on a comme focus le retour en emploi, donc une ouverture du lundi au vendredi avec le week-end pour ceux qui ont des activités de loisirs, pouvoir aussi tisser du lien dans la semaine avec comme des collègues. On vient travailler au Clubhouse pour faire tourner le Clubhouse sur un rythme avec l'accueil. Vous allez au travail, vous ne passez pas directement derrière votre ordinateur, vous prenez le temps de prendre un café. Donc, on a un temps de prise de contact, de savoir si tout le monde va bien. Et ensuite, on a un temps de réunion d'équipe pour identifier quelles sont les tâches qui vont faire fonctionner l'association. Donc, il y a les tâches quotidiennes, comme répondre au téléphone, comme faire le repas. Donc, ce sont des tâches qui sont quotidiennes. Et aussi, dans cette journée-là, il peut y avoir des ateliers emploi, divers ateliers qu'on peut mettre en place. Et chacun va se positionner lors de cette réunion d'équipe sur la base du volontariat sur une tâche qu'il a envie de faire ou qu'il se sent de faire ou qu'il a envie de tester. Donc, cette réunion dure à peu près une demi-heure et ensuite, il y a un temps de travail, donc de 10h30 à midi jusqu'à la pause déjeuner, comme dans toute entreprise. Et ensuite, retour au travail avec, pareil, l'après-midi, un temps de réunion pour justement identifier quelles sont les tâches prioritaires de l'après-midi sur lesquelles les uns et les autres veulent s'inscrire. Il y a le temps de travail et le temps de fermeture de la structure. Donc, je vais vite, mais j'espère que, voilà, en ayant le planning, là, vous voyez. Donc, l'objectif, oui. C'est en cours de création. Alors là, je vous ai donné le modèle de Paris dans lequel moi, j'ai travaillé pendant 4 ans. J'ai été formée sur ce modèle à Londres en 2016 et j'y ai travaillé, moi, de 2014 à 2018. Voilà, donc je vous donne un modèle de fonctionnement. Bien sûr, c'est un exemple parce que chaque Clubhouse, oui, c'est en cours de création. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de redonner confiance aux membres et retrouver le goût du faire ensemble. Donc, via l'action collective qui va porter et qui va permettre à chacun de rebondir. Donc, de redonner un rythme sur le modèle entreprise. Ce qui va dire, parce que peut-être que vous connaissez les groupes d'entraide mutuelle, ce qu'on appelle les GEM. Donc, ce qui va faire la différence entre le GEM et le Clubhouse, c'est déjà cette spécificité de travailler vraiment sur un retour en activité, en mettant en situation les personnes dans cette structure qui vont se reconnecter. C'est comme c'est vraiment une mise en situation. Je vais vous donner un exemple après. Donc, et tout ce qui est, on va dire, activités occupationnelles ou de loisirs sont des activités que les membres pourront faire en fin de journée ou à l'extérieur. Vous allez en entreprise, vous êtes malade, vous allez voir votre médecin à l'extérieur, vous avez des amis, vous sortez le soir et l'idée, c'est que chaque membre puisse retrouver ce rythme, se recréer un rythme de vie comme, on va dire, une personne lambda. Voilà, donc j'aime bien, j'avais un petit film à vous montrer, mais c'est pas possible, mais peut-être qu'on vous communiquera le lien. Et donc, ce que j'aime bien dans le témoignage d'une membre, c'est que le Clubhouse, pour elle, c'est faire et oser faire. Voilà, donc on est dans la bienveillance, on est dans la paire-aidance et justement, on peut se permettre de se tester sans jugement et de pouvoir dire j'y arrive ou j'y arrive pas. Un exemple très simple de quelqu'un qui a un projet de retour en emploi qui veut être standardiste ou hôtesse d'accueil dans un hôtel, par exemple. Cette personne-là, si c'est son projet, on va lui demander teste-toi déjà à répondre au téléphone. Est-ce que le téléphone, puisque ça fait partie du poste d'hôtesse d'accueil, de pouvoir répondre au téléphone. Donc, elle va s'exercer, d'abord en binôme, elle va observer et elle va après pouvoir répondre au téléphone, ne serait-ce que de dire « Allô ?» Ne quittez pas, c'est la première étape. Et puis après, elle va enchaîner. Donc, un téléphone qui sera dédié juste aux membres. Et ensuite, elle va pouvoir passer à répondre au téléphone du tout lambda qui pourra appeler l'association, etc.
Et on va lui dire, tu veux reprendre un emploi à plein temps ou à mi-temps, essaye de venir au Clubhouse de manière régulière, trouve ton rythme, parce qu'il va falloir que tu trouves ton rythme pour aller en entreprise. Donc, tout ce gros travail, en fait, mais pas à pas, va permettre à la personne de regagner confiance en elle, de retrouver son estime de soi et de savoir si oui ou non, du coup, cette mise en situation qu'on va transposer après avec des partenaires qui voudront bien lui permettre de tester en entreprise, va lui permettre de voir si elle est sur son bon projet de retour en emploi. Voilà, diapo suivante. Alors oui, ce modèle, il a été évalué dans au niveau international. Donc, il existe 330 clubhouses dans 35 pays dans le monde. Il en existe 5 en métropole et nous voudrions installer ce modèle ici, à La Réunion, pour en faire bénéficier donc, les Réunionnais. Donc, c'est un grand enjeu pour nous. On travaille avec le groupe projet que je vous ai montré au départ sur trouver, la diapo suivante, le lieu d'accueil. Aujourd'hui, on en est là. Depuis septembre, en tout cas moi je reviens de Mayotte, je suis revenue de Mayotte en mars. Depuis mars 2020, je travaille sur ce projet. En septembre, j'ai créé l'association. De septembre à mars, puisque au mois de mars, nous avons fait notre premier comité de pilotage dont fait partie le MEDEF, et je remercie Madame Klein de représenter le MEDEF dans notre comité de pilotage. On en est aujourd'hui, après avoir discuté, informé du modèle, expliqué de l'intérêt, créer un comité de pilotage avec un psychiatre qui nous soutient, qui est Dr Bryden, qui est lui sur le CARE, donc qui est la caution médicale de ce projet. Ensuite, il nous faut des représentants de l'entreprise, donc le MEDEF. On a les familles, l'UNAFAM qui fait partie de ce comité de pilotage, le coordonnateur de la santé mentale sur le territoire et le GEM Passerelle qui n'a pas pu se déplacer, les résidents, puisqu'il nous faut des membres. Ce projet sans bénéficiaire n'a aucun sens. La co-construction du projet doit se faire en amont avec les membres. Donc, nous avons les membres, nos futurs membres, donc qui sont partie du comité de pilotage, notamment les bénéficiaires de la résidence du bocage de la LEFPA. Et j'ai rencontré récemment le SAMSA Psy de Saint-Pierre, où là aussi, nous avons 2 personnes qui sont très, très motivées pour avancer sur ce projet. Donc, la diapo suivante. Donc, c'est un véritable enjeu pour nous, l'association, mais c'est un enjeu aussi pour le département et la région de développer un modèle innovant, un dispositif complémentaire, et j'insiste bien sur le côté complémentaire. On ne vient pas prendre la place de Allons dehors, de la LEFPA sur le SAMSA, etc., etc. C'est vraiment une étape complémentaire et du parcours de la personne. Donc, je vous ai parlé du comité de pilotage. Donc, aujourd'hui, nous sommes en pourparlers avec les villes. Nous avons déposé notre projet au départ, nous étions sur les villes du Nord et de l'Est, parce que l'association, moi, je suis de l'Est, là, actuellement, et c'était pour nous plus simple et de se dire que mettre un clubhouse dans l'Est, si ça fonctionne dans l'Est, ça fonctionnera partout ailleurs, parce que l'Est est un petit peu le parent pauvre des dispositifs innovants. Ceci dit, nous avons rencontré un des députés de Saint-Pierre qui est très motivé par le projet, et du coup, on s'ouvre maintenant sur tout le territoire. On se dit que l'important, c'est d'ouvrir le premier site et pouvoir le laisser mais déjà en ouvrir un et faire bénéficier et voir que ça fonctionne, ça va donner aux autres villes l'envie de nous accueillir dans leur commune. Voilà. Donc, pourquoi rejoindre le projet Clubhouse? C'est la diapo suivante. C'est accompagner et soutenir des personnes en situation de handicap psychique sur le territoire. C'est valoriser des initiatives d'utilité sociale. C'est faire partie d'un projet innovant et c'est donner davantage de sens aux structures. Donc, ça, c'est vraiment pour les entreprises, les inciter, puisque retour en emploi, ça suppose de travailler avec les entreprises. Et je vois que voilà, tout ce qui est fait aujourd'hui, il y a quand même une belle avancée de travailler au niveau de l'entreprise, travailler le handicap. Le handicap est
plutôt visible quand il s'agit d'handicap moteur. Et vous l'avez souligné, je ne sais plus qui tout à l'heure, que il y a le handicap psychique, un handicap invisible et qui n'est pas forcément bien reconnu. Donc, les entreprises, les acteurs qui veulent nous rejoindre ont plusieurs possibilités d'action. Ça peut être des donations financières, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, hein. Mais aussi des partenariats, des conventions qui peuvent être faites avec des entreprises pour le après-coup. Un exemple de ce qu'on faisait à Paris, par exemple, avec Bosch, on avait mis une convention en place, à savoir qu'ils faisaient des simulations d'entretien pour leurs managers, et nous, les membres avaient besoin de retourner en emploi, donc ils avaient besoin aussi de se mettre en situation face à un employeur en candidatant pour des postes. Donc, la convention avec Clubhouse et Bosch, c'était de dire vous nous envoyez des membres et nos managers s'entraînent aussi à faire les entretiens. Donc, c'est des partenariats qui se sont créés avec les entreprises. Donc, ce n'est pas que du financier, parce que le financier, c'est important, oui, mais il y a aussi tout le côté pratico-pratique et qui est intéressant pour les entreprises et pour les futurs bénéficiaires. Un autre, oui, juste un petit exemple de convention aussi pour les entreprises, parce que c'est aussi important pour les entreprises de savoir que quand on a des personnes qui sont en situation de handicap psychique, la possibilité, on avait avec L'Oréal, on a accueilli une personne qui est atteinte par des troubles psy, qui ne pouvait pas être maintenue en poste momentané, mais plutôt qu'elle reste isolée chez elle. Donc, elle venait au Clubhouse pour rester en activité, côtoyer du monde et maintenir ce lien social pour pouvoir après reprendre son poste. Voilà, je m'arrête là pour les exemples et j'arrive à la fin. J'attends vos questions, si vous en avez. Vous pouvez faire les 2 dernières diapos. Oui, bien sûr. Après, on peut bien sûr poser des questions. Je remercie les personnes qui sont encore en ligne, parce que je sais que c'est vraiment pas facile, la visio ces temps-ci. On les accumule, hein, les visios, donc il y a une fatigue aussi par rapport à ça. C'est un beau projet. C'est vraiment, on ne se doute pas que ça fait vraiment, enfin, c'est en complémentarité avec tout ce qui existe. Donc moi, j'encourage les entreprises à être partenaires sur ce projet, et vraiment bravo, parce que c'est une belle mission que vous avez dans l'océan Indien. Donc, Jean-Charles, tu as une… Non, mais je voulais juste comprendre en phase d'amorçage, vous avez besoin de quoi, en fait, du coup? Vous avez besoin d'une collectivité qui vous met à disposition un lieu, vous avez besoin de… Oui, et on attend le rendez-vous avec l'ARS, puisque c'est un financement mixte, financement public et financement privé. C'est le modèle sur les autres clubhouses en métropole, oui, c'est ça, oui. On a répondu à l'appel à projet de fonds de care, donc pour pouvoir avoir des fonds. Donc là, c'est de trouver l'argent, mais on ne peut pas trouver l'argent puis attendre. En fait, tout est mené en parallèle. Voilà. Donc, on en est aujourd'hui à attendre qu'une commune nous accepte, parce que porter le handicap psychique, ce n'est pas si évident que ça, hein. On a beau dire là, et c'est les élections, c'est le moment d'aller les voir, mais certains sont quand même un petit peu réticents par rapport au handicap, hein. Donc ça, il faut le savoir. Donc, on ne sait pas si c'est le meilleur moment. Mais en tout cas, on y travaille. Et il y en a qui semblent sensibilisés. Vous avez parlé de bénévolat tout à l'heure. Donc, je vois bien les ateliers emploi, les entretiens. Une entreprise demain qui se dit, tiens, sur une mission, je sais pas moi, phoning administrative, on peut vous confier une mission pour les mettre en situation et les faire travailler tout à fait. Pour le compte d'une entreprise. Oui, oui. En sourcing, c'est bien pour vous. Ouais. Tout à fait. C'est vrai que ça leur permet de se mettre en situation d'emploi. C'est un vivier aussi de personnes. Un vivier, oui. Non. Merci beaucoup, Madame Parros. Non, c'est très bien, merci. Je sais que c'est difficile de tout condenser. Mais bon, c'est une première, donc on vous suit de près en tout cas, et on sera intéressé de voir comment ça avance, hein, sur le territoire. On essaie de partager les diapos, mais on n'y arrive plus trop. C'est terminé. Non, mais s'il y en avait une dernière pour les invitations à suivre de Cap Emploi, vous n'auriez pas par hasard là? Oui. Si, mais je ne me rappelle plus en fait. Voilà, de toute façon, ce sera. Vous l'avez. À venir, les événements à venir, et après on vous laisse manger. On voulait juste vous annoncer un ou deux trucs à venir, là rapidement, ou dans les mois à venir, autour de la question du handicap et du maintien ou de l'insertion des travailleurs handicapés. Déjà très rapidement, le 27 mai,
il y a un dispositif national qui se met en place qui s'appelle Duo-Day by Alternance. C'est une nouvelle version, du Duo-Day qui a lieu normalement pendant la SEPH, où là, en fait, vont pouvoir s'inscrire sur une plateforme qui est gérée par Pôle emploi, les entreprises qui souhaitent recruter des alternants. Travailleurs handicapés, et à partir du 27 et pendant une semaine, il y aura des possibilités d'entretien en visio via cette plateforme. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à venir vers Cap Emploi ou vers l'agence Pôle emploi dont vous dépendez. On vous donnera les indications pour pouvoir vous y inscrire, mais il faut le faire super vite parce que je crois que la clôture, c'est ce soir. Faites en ligne les offres. Voilà. Il aurait fallu avancer la commission handicap. Cap Emploi organise de septembre à octobre 2021 avec l'AGFIP et le FIP un tour de l'île de la compensation du handicap. On a en partenariat le MEDEF, l'ADIR, la CPME sur l'organisation de c'est un cycle d'événementiel en fait. L'idée c'est d'aller dans le nord, l'est, l'ouest, le sud, de faire un événementiel sur une matinale en fait, où on est dans une entreprise, on valorise des expériences de compensation, d'aménagement réussies. Il y aura sans doute des médecins du travail qui seront présents. On fera intervenir les PASS dont on parlait tout à l'heure, qui sont des experts de la compensation du handicap. Et on va faire témoigner, échanger autour des situations, comment on a mis les choses en place, etc. Donc là, c'est montrer en fait la compensation du handicap dans les entreprises et montrer les efforts que font les entreprises pour maintenir leurs collaborateurs. Et le dernier événement qu'on est en train de préparer, on est Cap Emploi pilote du groupe maintien dans l'emploi du PRITH. Je suis désolé pour les acronymes. PRITH, c'est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Dans ce cadre-là, on organisera le 3 décembre 2021 une journée régionale des acteurs du maintien en emploi. Donc là, on est en train de travailler le contenu avec les différents acteurs, mais les acteurs du maintien, c'est aussi bien Cap Emploi, les médecins, les référents handicap, les DRH, c'est toutes les personnes qui, à un moment, interviennent sur le processus de maintien en emploi. Donc là, on a une réunion la semaine prochaine pour identifier les ateliers. On a déjà beaucoup d'inscrits, je crois qu'on a une trentaine d'inscrits là sur cette réunion. Il y en a certains d'entre vous d'ailleurs qui sont inscrits. On vous tiendra informé, on vous donnera les programmations au fur et à mesure, mais l'idée, c'est de l'organiser le 3 décembre. C'est dans les tuyaux, voilà. J'ai fait vite. Merci beaucoup Jean-Charles Le Blévec, directeur de Cap Emploi. Et bien écoutez, merci à tous pour votre participation active. Je suis au courant des suites à donner à tout ça. À très bientôt, merci.